pense que je vais mettre un peu de contexte de pourquoi on est tombé sur cette question-là. Oui. En ce moment, Emma et moi, on travaille sur une pièce de théâtre qui parle des suffragettes. Ah. Qui parle en fait d'un groupe de suffragettes qui ont appris le jujitsu pour défendre Emmeline Pankhurst par rapport aux policiers. Puis en fouillant là-dessus, on a appris plein d'affaires qu'il y avait foutu le feu à des parlements, qu'il y avait des actions hyper violentes, mais qui étaient absolument pas présentes dans ce qu'on entendait parler, que ça semblait vraiment tassé de côté. Puis on se demandait s'il y avait eu d'autres éléments sociaux qui avaient utilisé la violence, que ça a été complètement tassé et qu'on se dit, oh non, la non-violence est la seule solution. Est-ce qu'il y a des changements sociaux qui nécessitent la violence ou qui ont bénéficié de la violence dans le passé? Ben là, il y a comme 3 questions. Donc, je vais essayer de les prendre une par une. Donc, les suffragistes, suffragettes. D'ailleurs, les 2 noms sont liés au split qu'il y a eu, au schisme, en fait. Les suffragistes, c'était celles qui disaient on va convaincre le Parti libéral qui va être plus favorable à notre cause en faisant du lobbying, donc la vieille technique politique anglaise, des pétitions, qui est une vieille technique politique anglaise aussi. Les pétitions, c'était important à l'époque parce qu'il n'y avait pas de sondage, donc on ne pouvait pas savoir dans la population anglaise qui était pour, qui était contre. Donc les pétitions, les anti-suffragistes faisaient des pétitions, puis les suffragistes faisaient des pétitions, puis des fois les anti-suffragistes avaient plus de signatures que les suffragistes, là. Donc ça essayait de montrer, en fait, le peuple anglais ne le veut pas, même les femmes anglaises n'en veulent pas. Et donc, ça a pris 50, 60 ans à peu près avant qu'il y ait le droit de vote. Quand je dis 60 ans, c'est-à-dire à partir du première fois où au Parlement anglais, il y a un député, je pense c'est John Stuart Mill, qui a déposé un projet de loi pour que les Anglaises aient le droit de voter dans les années 1860. Il faut attendre 1910-20 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. Et presque à tous les ans, en tout cas, ça s'accélère. À tous les ans, vous avez la même chose en France, vous avez la même chose dans d'autres pays. Il y a des députés indépendants ou liés au Parti libéral qui proposent un projet de loi puis il est battu. Donc, c'est pas comme si les parlementaires avaient oublié les femmes. C'est pas comme si les parlementaires... Il y avait des petites actions. Oui, puis c'était un débat politique. Puis c'était pas un oubli de l'histoire, là. C'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas accorder aux femmes. Et donc, vers le début du 20e siècle, il y a un groupe chez les suffragistes qui dit « ça fonctionne pas ». Ça bouge pas. D'année en année, on se fait toujours dire soyez patiente, ça va venir, on vous le promet, attendez l'année prochaine, puis c'est toujours la même chose qui recommence. Et Emmeline Pankhurst, donc, qui était une femme qui avait milité chez les suffragistes, dont la mère avait milité pour l'abolition de l'esclavage aussi, parce que beaucoup des suffragistes venaient de cette tradition-là de l'abolition de l'esclavage. Les Anglaises militaient pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, leur ancienne colonie. Donc, Emmeline Pankhurst et d'autres ont dit la technique du lobbying, la technique d'aller prendre du thé avec des députés pour essayer de les convaincre, ça fonctionne pas. Et donc, elles ont lancé le mouvement des suffragettes qui prônait l'action directe. Donc, c'est quoi l'action directe pour les suffragettes? Au début, c'est perturber ce qu'on appelle des meetings politiques, donc perturber des assemblées du Parti libéral. Ça, c'est important parce qu'en fait, les suffragettes vont dire, nous, on n'est pas juste contre le Parti conservateur qui est contre, on est aussi contre le Parti libéral qui nous le promet mais qui ne le fait pas. Ouais. Et on va tellement embêter le Parti libéral que finalement, ils n'auront plus le choix. Donc, ça commence par des perturbations d'événements où elles se font arrêter, d'ailleurs. Ça permet, en fait, en étant arrêté, d'utiliser les tribunaux comme tribune, puis d'attirer l'attention de la presse. Au fil des années, il y en a à peu près 1 millier là, qui est mis en prison. Là. Ils vont faire des grèves de la faim, dont vont s'inspirer d'ailleurs les républicains irlandais. La technique de la grève de la faim, ça va être utilisé aussi par les Irlandais après. Et puis, ça va, comme tu le dis, ça va faire une escalade des moyens de pression, pour employer un terme banal maintenant. Et puis, ça va aller jusqu'à incendier des bureaux de poste, incendier des maisons de ministres qui étaient contre, des yachts, des terrains de golf. Et puis après ça, ils vont même profaner des œuvres d'art. Donc, c'est pas comme les écolos d'aujourd'hui qui lancent de la sauce tomate sur des vitres. Là, ils déchiraient des toiles, dont une toile de Velázquez qui était célèbre à l'époque parce que ça avait été la toile qui avait coûté le plus cher à acheter pour un musée. Puis il disait, on va voir si le peuple anglais, en fait, s'émeut plus d'une toile morte que de la beauté des militantes qui veulent le droit de vote. Elles vont tellement perturber les musées qu'il y a des musées qui vont interdire l'entrée aux femmes, là. À toutes les femmes? Ouais. OK, c'est grave. Il y a des musées qui vont obliger les femmes de signer une formulaire de bonne conduite avant de rentrer. Elles vont... et puis, à la fin, donc, 1913-1914, c'est la campagne d'incendie, bombe, incendie, là, et elles vont effectivement... on évalue à peu près plus d'une centaine d'attaques à la bombe ou d'incendie 1913, puis un peu moins en 1914, mais ça arrête à cause de la Première Guerre mondiale qui commence au mois d'août.
Fait important, elles ont tué personne. Puis c'était vraiment dans les décisions. Ils voulaient aucune violence aux humains et même aux animaux, je pense. C'était vraiment c'est ça. C'est juste des objets ou des propriétés privées. En fait, ça, c'est pas le sujet de la discussion, mais chez les suffragistes, pour différentes raisons là, qui seraient trop long à expliquer ici, il y avait plusieurs suffragistes et suffragettes qui étaient végétariennes. Il y avait un mouvement végétarien à la fin du 9e siècle, début du 20e, qui était important, puis elles en faisaient partie. Il y avait des anarchistes aussi, végétariens à l'époque. Donc, oui, effectivement, il y avait ça. Et puis après ça, après la Première Guerre mondiale, là, elles obtiennent le droit de vote. C'est la même chose ici. Borden, le ministre conservateur, va accorder le droit de vote aux femmes canadiennes au niveau fédéral après la Première Guerre mondiale. Puis dans tous les cas, c'est toujours sous le prétexte que, bon, ben finalement, vous avez participé à l'effort de guerre à votre manière, donc on vous remercie. Et puis là, il y a eu des femmes comme Virginia Woolf qui ont ironisé là-dessus. Elle disait ah, c'est drôle quand on brûlait des boîtes à lettres, on disait que c'était de l'ultra-violence, que c'était absolument inacceptable, etc. Mais quand on a participé à une opération qui a tué des millions de personnes à la mitraillette et au canon, ça, c'est héroïque. Et puis, il y a un débat à savoir, est-ce que c'est vraiment cette violence-là qui leur a permis d'avoir le droit de vote ou pas? Parce que, par exemple, on peut dire, ben, au Canada, en fait, elles n'ont pas fait ça, puis elles l'ont eu pareil. Donc ça, il y a des débats. C'est difficile de savoir, c'est pas de la science exacte, c'est pas de la chimie, là, on rajoute 2 pincées de sel, puis un peu d'azote, puis on a le résultat, là. Mais c'est sûr que en Angleterre, il y a eu des débats sur la peur que ça reprenne après la Première Guerre mondiale. Puis comme vous le savez, 1917, c'est la révolution des bolcheviks. En Angleterre, il y a un mouvement ouvrier fort. Il y a un parti travailliste, il y a un mouvement ouvrier, il y a un mouvement syndicaliste très combatif. Et en fait, il y a une peur qu'il y a une alliance entre les socialistes révolutionnaires puis les suffragettes au retour de la guerre. Donc, en réglant en question la question du vote des femmes, ils seront plus organisés, puis c'est moins un risque qui s'associe. Okay. Exactement. Okay, puis d'ailleurs, il y avait Sylvia Pankhurst, qui est une fille des Pankhurst, qui, elle, était devenue socialiste révolutionnaire. Là. Elle était dans le Parti social. On peut trouver des lettres où elle débat avec Lénine sur différentes stratégies pour prendre le pouvoir. Là. Ouais. Okay. Donc, ça, c'était la première question. C'était la première question. Donc, tu peux te les répéter si tu as besoin de ça. Exact. Donc, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que Londres et l'Angleterre, à l'époque, c'est le pays le plus puissant là, au niveau de l'Occident, au niveau de l'Europe, en termes de puissance coloniale, en termes de puissance maritime, de puissance économique, de puissance militaire, en tout cas maritime certainement. Et c'est construit comme la référence du pays libéral. Là. Les États-Unis montent, mais c'est vraiment l'Angleterre qui est vraiment... Et donc, ce qui se passe à Londres a un impact sur les femmes canadiennes, surtout qu'à l'époque, le Canada, c'est encore... Oui, c'est super proche. Ouais. C'est totalement sous l'influence anglaise. Donc, c'est sûr que les émeutes de suffragettes ou les actions directes de suffragettes en Angleterre, on en entend parler dans les journaux au Québec et au Canada anglais. D'ailleurs, Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, il est contre le droit de vote des femmes. Il dit cette idée-là, c'est une importation individualiste protestante des Anglaises. Et j'ai même retrouvé une photo d'une affiche incroyable. C'est le bureau du Canadian Pacific à Londres. Donc, comme les suffragettes avaient des journées d'action, de manifestation où elles faisaient un peu ce que le Black Bloc fait aujourd'hui, c'est-à-dire elles brisaient des vitrines, elles fracassaient des vitrines de commerce et de bâtiments qui étaient liés à l'État et à la couronne. Le Canadian Pacific avait placardé son bureau. Le Canadian Pacific à Londres avait placardé son bureau et sur le plywood, il avait mis We want a settler, not suffragist. Donc, on veut des colons. On veut des colons, mais on veut pas de suffragettes parce que le bureau du Canadian Pacific à Londres, à ce moment-là, il favorisait en fait la venue d'immigrants dans les prairies canadiennes. Là. Ouais, OK. Donc, une sorte de slogan baveux.